Et puis, je vous invite à rejoindre les sièges ici. Donc, j'invite Caroline Chopineau, directrice générale du Hub Francia. N'hésitez pas à vous mettre vers le milieu. Comme nous sommes deux femmes, on va occuper le terrain. Ensuite, Grégory Delobel, merci d'être avec nous, chargé de mission Climate Data Hub, la région Centre-Val de Loire. Merci à vous. Yann Yomé, qui était avec nous tout à l'heure, donc toujours vice-président numérique à la métropole intelligente à Rennes Métropole. Merci d'être là. Et Jacques Sainte-Marie, merci à vous, responsable du programme numérique et environnement de l'INRIA. Mais pas que, on va en savoir plus très rapidement. Merci à vous d'être volontaire, d'avoir de participer à cette table ronde. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir exprimer sur un sujet qui débute et qui change de manière très, très rapide. Donc, un grand merci très sincère pour accepter d'avoir cet échange avec nous. Et puis, on l'a vu, on est sur une thématique qui, dans le cadre qui nous intéresse en particulier aujourd'hui dans les collectivités, démarre assez vite. Beaucoup de projets émergent, beaucoup de tests se font, mais on est encore vraiment dans cette phase d'ébullition avec des moments aussi de réaction un peu contradictoires parfois, où on est à la fois enthousiaste, à la fois inquiet. On a un peu ces deux tendances. On se dit on va en mettre partout ou nulle part. Donc, on peut avoir ces éléments-là qui rentrent en compte. Donc, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de faire un point de vos différents points de vue. Donc, comment on peut éclairer ce temps qui est le nôtre et comment effectivement, et Jacques Préol a fini son propos là-dessus, on juge de l'utilité de cet outil au service des sujets et du sujet environnemental en particulier. Évidemment, on l'a choisi parce que c'est un sujet qui est très propice à la fois au niveau territorial et à la fois dans l'impulsion qui est donnée par l'État et dans le cadre de notre collaboration avec Ecolab, c'est très clair. Mais c'est aussi un sujet sur lequel on se dit qu'il y a une vraie utilité, il y a des vraies complexités et on se dit qu'il y a une vraie piste qui va avec. Alors, ce que je vous propose, c'est pour commencer les échanges. J'espère que tous les micros marcheront bien. Normalement, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et au bout de quelques secondes, ça s'allume, ça devrait être bon. Essayez de voir. C'est parfait, on est bon. Donc, je vais commencer avec vous, Monsieur Jacques Sainte-Marie. Vous êtes directeur de recherche, mathématicien à la Sorbonne et à l'INRIA. Donc ça, je pense que c'est important qu'on puisse avoir ces éléments en tête. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous définissez l'IA? Parce que là aussi, on a beaucoup de littérature, mais il y a quelques éléments clés qui, pour vous, sont structurants et qui vont structurer finalement notre journée. Et comment ça s'inscrit finalement dans vos travaux, à la fois à l'INRIA et à la Sorbonne? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, INRIA, pour ceux qui ne connaissent pas, un institut national de recherche en sciences du numérique, un EPC, un établissement public. Donc, alors c'est un sujet majeur pour nous à l'INRIA. Le I et le A de l'INRIA ne signifie pas intelligence artificielle, mais bon, on est énormément concerné par ces questions-là. Merci à la personne avant qui a introduit beaucoup de points sensibles, et j'insiste beaucoup sur les mots que vous avez prononcés. Il faut s'approprier les outils. Il ne s'agit pas de construire des palissades avec un village gaulois qui se retransgère les choses. On n'a pas de potion magique, ça ne marchera pas. L'IA va être un bouleversement, et en disant ça, je ne porte pas de jugement de valeur, bien ou pas bien, ça c'est ce qu'on en fera. Et j'insiste beaucoup, vous l'avez dit, sur les acteurs publics, sur les citoyens, j'insiste aussi sur les entreprises, la nécessité de se développer. Les normes et les standards de l'IA s'écrivent maintenant, ils s'écriront avec les acteurs qui sont puissants. Soit on est, soit on n'est pas. Donc, il y a l'IACT, et vous avez entendu les choses qui se discutent à Bruxelles en ce moment. Vous connaissez la position française, et je pense que c'est capital d'avoir ça en tête. Si on n'est pas présent, si on n'est pas puissant dans tous les sens du terme sur ce domaine-là, les choses s'écriront sans nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA? Pour moi, c'est quelque chose qui marche sur 3 pieds, un tabouret, 3 pieds. Le premier, c'est les données. On l'a dit, elles existent, elles sont nombreuses, elles sont massives, dans plein de modalités, des fois très précises, des fois un peu moins, des fois éparses, des fois très denses. Voilà. Premier point, les données. Et ça, c'est une révolution. Il y en a vraiment de plus en plus, et, disons depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Deuxièmement, les infrastructures. Les infrastructures qui permettent de les stocker et de traiter ces données-là. Deuxième point. Et troisième point, les algorithmes intelligents pour extraire des choses de ces données-là. Si je vous donne la carte des déplacements de tous les citadins, je sais pas, à Bordeaux, à Paris ou à Châlons-en-Champagne,
Et ça ne vous dit rien. Vous allez voir des fichiers, ça ne dit rien. Il faut extraire ces choses-là de ces données-là, savoir, je ne sais pas, quels moyens de transport les gens ont pris, où est-ce qu'ils ont mangé. Et c'est vraiment ces choses-là qui sont capitales, hein. C'est ce triplet-là qui est vraiment essentiel. Merci pour voilà, reclarifier ce triptyque. Et si, dans la continuité de ce qu'on s'est dit sur cette importance finalement de l'IA et la rapidité que vous observez, en quoi, dans vos travaux, vous pouvez dire que l'IA permet aujourd'hui de véritables avancées scientifiques? Est-ce qu'on a des éléments tangibles pour ceux qui se posent la question de où est-ce que c'est utile, où est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez voilà, éclairer un petit peu ce que vous observez? Voilà, alors, l'IA est présente dans énormément de domaines, hein, en termes de recherche, par exemple, et dans tous les domaines qui ont été abordés jusqu'ici. Je ne vais être pas du tout exhaustif, hein, mais je vais parler d'aspects typiquement de la modélisation, et typiquement en lien avec l'environnement. Vous voyez, ce qu'on appelle la modélisation, quand vous voulez prédire, je sais pas moi, la dynamique océanique, les changements climatiques ou la météo, ce sont des équations qui sont dessous, qui sont la science, disons, la fin du Moyen-Âge, 17e, 18e, 19e siècle, et aussi un peu le début du 20e. Alors, je sais pas, des noms comme Newton, par exemple, comme Galilée, comme Euler, comme Kepler, et ainsi de suite. C'est ces équations-là qui sont dessous, qui somme des forces égale accélération. Par exemple, les lois de Newton, je pense que vous avez tous appris ça à un moment donné. Ces équations-là, elles ont servi beaucoup, hein, dans beaucoup de développements méthodologiques qu'on a menés, certes. Par contre, il y a des modélisations de choses qui sont beaucoup plus compliquées et où ces équations-là sont largement insuffisantes. Je vais prendre juste un exemple. La modélisation de la dynamique d'une opinion dans un groupe social. Ça obéit à des lois qui sont pas très loin d'être celles que j'ai décrites là, mais c'est quand même des choses très, très, très difficiles avec beaucoup, beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et là, on est un peu démunis en termes de modèles qu'on qualifie souvent de mécanistiques pour avancer. Et donc, on a besoin, et là, l'IA fournit des outils qui sont vraiment puissants et qui permettent vraiment d'avancer, donc, dans le sens de la production de connaissances et des avancées scientifiques. Je vais citer deux exemples. Alors, le premier, il est outre-Atlantique, GraphCast. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de GraphCast. Fin décembre 2023, on en a entendu parler. Un outil qui prédit la météo à 5 jours ou à 10 jours. Et c'est un outil qui est basé principalement, et pas exclusivement, principalement sur de l'IA, sur des données. Et en fait, cet outil-là, il fait mieux que tous les outils développés par les plus grands centres météorologiques, Météo France, le Centre européen, et ainsi de suite. Et il fait mieux assez sensiblement. Et quand on lit ce qu'a dit Google, parce que ça vient de chez Google, de chez DeepMind, ça a été fait par un étudiant en postdoc pendant 1 an. Bon, passons sur cet aspect-là. Et donc, vous avez vraiment quelque chose qui est nouveau, hein, et une avancée, hein. Prédire les risques environnementaux, les risques naturels, c'est mon métier, hein. Enfin, en tant que scientifique, je travaille là-dessus. C'est vraiment quelque chose de dingue. Je vais donner un autre exemple, PlanteNet. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de PlanteNet. Donc, c'est un outil développé, entre autres, par INRIA, CIRAD, l'INRAE, l'IRD. C'est un outil de reconnaissance des plantes. Hein, vous prenez une photo d'une plante et ça vous dit ce qu'est la plante. Alors, ça n'a pas que ces utilisations-là, hein, ça permet aussi de cartographier, je sais pas, le niveau de sécheresse dans certains endroits, de cartographier la biodiversité, on en parlait tout à l'heure, ou des associations d'espèces qui sont bénéfiques ou au contraire qui sont plutôt nuisibles pour l'agriculture et en particulier pour l'agroécologie. Cet outil-là, c'est typiquement un outil qui est purement basé sur l'IA. Hein, et c'est un outil qui est participatif au sens où on prend des photos et on enrichit la base, et c'est un outil où on va de l'utilisation finale, je crois que c'est 20 ou 30 millions de personnes qui l'utilisent, jusqu'au développement méthodologique de base. Mes collègues, là, je pense à Alexis Joly en particulier, qui est à Montpellier, qui travaille beaucoup là-dessus, c'est des développements d'IA vraiment fondamentaux et en même temps une utilisation quotidienne de millions de personnes. Donc en fait, j'ai essayé de balayer ça, mais je pourrais citer encore plus d'exemples. On a parlé tout à l'heure de la feuille de route de la France Nation Verte, sur les jumeaux numériques des territoires, sur la mobilité, sur l'agriculture, sur l'alimentation. Je pourrais multiplier les exemples. En fait. On y reviendra peut-être dans les questions et puis dans les différentes illustrations qu'on a dans les projets qui se développent. Il y avait un autre point qui a été aussi évoqué dans cette première partie, qui est la question de l'impact du numérique et de l'IA en particulier. Il y a cette tension effectivement entre l'utilité, l'impact que ça a, comment on mesure. Et dans nos propos d'échange pour préparer cette table ronde, on disait qu'un point important, c'est effectivement la complexité de comprendre le cycle complet d'un projet, de pouvoir avoir une analyse fine. Et ça, c'est un des enjeux sur lequel vous souhaitez aussi travailler de plus en plus. Peut-être un point là-dessus pour expliquer voilà, cette préoccupation-là. Et puis ensuite, peut-être un point aussi de conseil pour ne pas se retrouver tétanisé par cette posture-là. Comment est-ce qu'on peut, parce qu'on le voit, nous, dans les collectivités avec qui on travaille, dès qu'elles ont un certain niveau d'avancement, c'est ça qui se pose assez vite comme question en disant comment j'arbitre à un moment donné. Ouais, alors c'est bon, ça c'est une question vraiment centrale, l'impact de l'IA. Alors, il y a beaucoup d'impacts, hein, socio-techniques, juridiques, et ça, mais l'impact environnemental. Alors,
il est important, il est fort, il est en forte croissance. Il y a un centre de publication en ce moment là sur l'espèce de course à l'armement des grands géants du numérique. Mais il est quand même pas facile à quantifier. Pas facile à quantifier. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Vous voyez, entre le modèle de GraphCast pour prédire la météo et les modèles de Météo France, c'est plutôt du côté GraphCast que l'économie d'énergie, elle est, hein, plutôt que les modèles classiques. Mais la messe n'est pas dite. Et donc, ça, pour l'instant, c'est quand même des choses qui sont assez compliquées à quantifier. Je voudrais insister sur deux choses qui sont, en termes de numérique et en termes d'IA, l'impact direct et l'impact indirect. L'impact direct, c'est quoi? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'ADEME, par exemple, ici, mais ils ont un site qui est très bien fait qui explique tout ça. Hein. Le numérique, globalement, hein, sur 100%, c'est 80%, c'est la production du matériel, quinzaine de pourcents, c'est à peu près les data centres et 5%, c'est les réseaux. Hein. C'est schématique et c'est pas à pourcent près ce que je dis, mais c'est quand même l'ordre de grandeur. Ça, c'est une chose qui est assez bien connue. Donc, on ne va pas au pourcent près, mais c'est assez bien connu. Maintenant, l'impact indirect. Vous voyez, prenons je sais pas, je prends l'agriculture. Vous mettez de l'IA dans un champ, un capteur dans un champ. Okay. Ce capteur, il a un bilan carbone qui est connu assez bien. Mais ce capteur-là, il va vous permettre je sais pas, de diminuer la pénibilité du travail, de mettre un peu moins d'intrants, d'avoir un peu plus de biodiversité, peut-être d'augmenter la quantité de récolte. Et donc, d'un seul coup, vous voyez, si vous voulez voir le bilan carbone de votre capteur et de l'IA que vous avez mis en place, c'est l'impact environnemental négatif que j'ai décrit au début et les autres choses positives. Mais là, on comparait des choux et des carottes entre la pénibilité du travail, des pesticides qui sont pas mis, une augmentation de récolte et puis du CO2 émis pour fabriquer un capteur, c'est sûr qu'on a la métrique n'est pas facile. Et donc ça, on a une vraie difficulté à faire ça, de comprendre tout ce cycle de vie et ce qu'on appelle souvent l'analyse de cycle de vie conséquentiel hein, du numérique, les impacts indirects du numérique. Et là, il y a une vraie question à se poser sur, voilà, avant de développer quelque chose, moi je ne prône pas le solutionnisme technologique, posons-nous ces questions-là et développons des choses qui contribuent effectivement à la préservation de l'environnement. Le dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, c'est sur la notion du fait qu'on a, en termes d'environnement, on a beaucoup de mal à embarquer les gens. C'est-à-dire, si je pose la question dans la salle, je suis sûr que si je vous demande, est-ce que vous êtes intéressé ou concerné par l'environnement? Je pense que tout le monde va me lever la main et va dire, ah bah oui, moi ça m'intéresse. Mais globalement, il ne se passe rien. Enfin, pour vous, pour moi, on ne change pas beaucoup collectivement, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que l'environnement est une priorité basse par rapport à d'autres, les loisirs, les habitudes, tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà, on arbitre souvent en faveur de priorités qui sont plus élevées. Il me semble qu'une façon la façon qu'il ne faut pas prendre pour avancer, c'est de mettre des normes et de mettre des contraintes. Mettre des contraintes, ça ne marchera pas. Faites pas ci, faites pas ça, on n'arrivera pas à embarquer les gens. La question pour moi en termes d'environnement, c'est on va vivre dans un monde contraint. On y est déjà pour part et ça va être encore plus fort en termes de ressources, en termes d'énergie, en termes de géopolitique. On va vivre dans un monde contraint. Préparons-nous à vivre dans un monde contraint, y compris pour le numérique, y compris pour la politique, pour plein de domaines. Et c'est beaucoup plus facile, je pense, de faire passer ce message-là, y compris auprès des citoyens, des élèves, je suis aussi enseignant à l'université, et des acteurs économiques aussi. Préparons-nous à vivre dans un monde contraint, ça sera un atout, par exemple économique pour les entreprises, dans quelques temps, d'avoir préparé cette chose-là. Voilà. Merci pour ce point de vue qui se partagera au cours de la table ronde et dans l'ensemble des débats. Mais effectivement, un point de vue qui part d'un constat pour lequel on sera tous d'accord, le monde contraint est en place. Quel est le bon moyen de faire en sorte de convaincre les uns et les autres? On aura encore peut-être du travail, mais je note qu'on a un champ de travail ensemble déjà sur la partie de l'analyse de cycle des projets et toute cette évaluation. Merci beaucoup pour ces premiers propos. Je vais me tourner maintenant vers Yann Yomé, alors cette fois-ci avec la casquette Rennes Métropole. Vous avez normalement 2 micros que vous pouvez vous partager. Et donc, la Rennes Métropole, la ville de Rennes sont des collectivités qui sont historiquement engagées sur les enjeux de données. Et vous avez également présenté un projet qui a été retenu, qui est le projet City Orchestra, donc lauréat de l'appel à projet territoire intelligent et durable, qui vise à doter les collectivités d'une suite d'outils interopérables pour faciliter l'accès aux données nécessaires aux politiques de transition écologique. Donc là, on voit que les données sont mises au service de notre thématique d'aujourd'hui. Comment, de votre point de vue, avec l'expérience que vous avez et ce projet notamment, ces enjeux de data et d'IA s'inscrivent dans votre vision et la philosophie générale que vous portez au sein du territoire? C'est-à-dire qu'on est dans une continuité, l'IA s'invite dans ce travail. Comment vous l'appréhendez au niveau de votre territoire et des politiques publiques qui sont menées? Bien alors effectivement, on part pas pour commencer, on part pas de nulle part. Et donc, du coup, la capacité qu'on a à regarder le sujet, elle est assez construite dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a un sujet qui est nouveau et majeur,
mais notre capacité à l'interpréter et à regarder quelles pourraient être les réponses à y apporter, cette capacité à y répondre, elle s'est construite sur du temps long. Donc, on parle de 10-15 ans sur la collectivité dans une manière. Alors, on faisait réponse aux Smart Cities tout à l'heure avec Jacques. Si on reprend un des rapports sur les Smart Cities, la donnée, c'était de se dire il y avait deux grandes manières de voir la chose. Soit on avait des façons plutôt globales d'aborder la place de la Smart City dans une ville. C'est-à-dire qu'on avait une approche très méta et très généraliste, avec plutôt une approche servicielle. Voilà, la donnée, la data, le numérique, l'IA va répondre à tous nos maux d'une manière générale. Soit on avait une approche plutôt incrémentale, sous-entendu une forme de territorialisation, de contextualisation d'un outil numérique. Aujourd'hui, c'est de l'IA pour venir répondre à une problématique publique ou à un cas d'usage qui nous semble nécessaire de faire évoluer en termes de politique publique. L'IA aujourd'hui, il y a une forme d'attirance, en tout cas une forme de médiatisation, d'actualité qui est très très forte. Mais malgré tout, ça ne doit pas emporter à nouveau cette espèce de forme d'homogénéisation en disant voilà, la compétition des territoires dans la capacité à intégrer de l'IA va être le facteur déterminant d'identité territoriale. Moi, je pense qu'il y a surtout un travail de territorialisation, de contextualisation, de se dire il y a un nouvel outil qui arrive, comment organisons-nous collectivement et à partir de quoi pour traiter ce sujet-là et regarder quelles sont les réponses qu'il peut apporter. Donc, on reste, nous, en tout cas, sur Rennes Métropole, et le projet TID était comment dire, un élément de réponse sur une approche par projet, une approche par cas d'usage, dans un cadre, où je reviendrai tout à l'heure, dans un cadre général de stratégie data, parce qu'effectivement, on ne fait pas d'algorithme et on ne fait pas d'IA s'il n'y a pas de données. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'on parlait tout à l'heure de grands cadres génériques de questions sociétales, écologiques, environnementales, etc., ou des métiers. La métropole, elle s'est dotée d'une stratégie numérique responsable en 2022, si je ne fais pas d'erreur. Et on a posé déjà les premiers prémices des grandes règles génériques autour de la question du numérique et de la donnée. C'est-à-dire qu'on a quand même un sujet majeur qui dit, voilà, quand on traite de politique publique à part entière, bah cette politique publique à part entière, elle est déjà un peu cadrée pour pouvoir se donner des grands principes de fonctionnement et d'intégration de ces technologies-là dans nos politiques publiques. Donc, un cadre avec effectivement l'affirmation d'une responsabilité sociale, une responsabilité environnementale, un cadre éthique et un enjeu de territorialisation finalement des données, territorialisation des applications aussi sur ces technologies. Comment ce type de projet aujourd'hui, et notamment City Orchestra dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez évidemment d'autres projets, peut contribuer à agir sur les enjeux écologiques pour les villes? Est-ce que vous avez des exemples, hein? On a donné un panorama. Typiquement, dans votre cas de figure, quels sont les sujets premiers qui émergent? Quels sont les sujets dont vous vous saisissez d'ores et déjà? Alors d'abord, on a fait un choix politique, c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de se dire que si on devait réfléchir au sujet, il fallait qu'il soit au profit des transitions écologiques, énergétiques et sociales. Voilà, si cet outil-là, on l'utilise, on va le cadrer dans ce cadre, en tout cas dans ces grandes lignes, dans ces grandes valeurs. Projet City Orchestra, il a pour fonction de venir déjà rassembler 10 ou 15 ans d'expérimentation de la métropole sur le sujet de la donnée. Et donc d'avoir, alors on avait un projet qui s'appelait Rudy, qui était une plateforme, la création d'une plateforme de partage de données à l'échelle territoriale, parce qu'on a un jeu d'acteurs, hein, acteurs économiques, acteurs d'État, acteurs collectivités territoriales, universitaires. Et le but du jeu, c'est de se dire comment on fait pour partager les données. On a une époque de l'open data, donc on discutait tout à l'heure, c'était plutôt un fonctionnement on-off. Aujourd'hui, on est plutôt sur, il y a une granulométrie beaucoup plus fine sur le partage de la donnée. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des orchestrateurs qui permettent de venir définir les grandes règles, les grands éléments de gouvernance. Donc, nous, le projet, c'est de venir prendre tous les cas d'usage qui préexistaient, regarder comment on industrialise la fonction data à l'intérieur de la métropole et comment l'IA prend sa place en termes d'outils. Donc, ça, c'est à peu près le grand principe, hein, pour faire schématique. Après, on est parti sur des cas d'usage. Donc, on a des cas d'usage qui sont assez diversifiés. On a un cas d'usage majeur aujourd'hui avec le ZAN, où on essaye de faire de la prédiction des courbes d'utilisation du sol au regard des permis de construire et des grandes orientations du PLUI. Donc là, il faut quand même réussir à traiter de la data de manière assez massive pour essayer de donner des trajectoires sur les résultats de la métropole en termes d'usage du sol.
On a eu des projets d'IA autour de la canopée, c'est-à-dire à partir d'images orthophotographiques et satellites et de rue, de dire comment on peut calculer l'évolution de la canopée à l'échelle d'une métropole, parce qu'on sait bien que dans un changement climatique, la place de l'arbre va être centrale. Et donc, du coup, on a une capacité aujourd'hui à regarder son évolution avec les évolutions liées à la sécheresse, aux maladies, etc. Et de la place de l'arbre en ville qui n'est pas simple. Et ensuite, on a aussi d'autres cas d'usage qui peuvent être, on parlait tout à l'heure de l'eau et de l'assainissement. Typiquement, en période de sécheresse, on a dans certains ruisseaux, certains cours d'eau, 50% de l'eau qui arrive, c'est de l'eau qui vient des stations d'assainissement. Parce qu'en fait, le volume d'eau qu'on prend à l'échelle d'une métropole et ce qu'on rejette dans la nature, quand nous sommes dans une période de 2-3 mois de sécheresse, en fait, 50% de l'eau qu'on rejette dans certains ruisseaux, c'est de l'eau qui vient de l'usage de l'homme. Et donc, c'est la question de comment on arrive là aussi à matérialiser, visualiser ces impacts-là et comment on peut les calculer. Et puis enfin, un dernier cas d'usage, deux derniers cas d'usage, mais qui est un peu historique. On a travaillé sur un réseau de capteurs dans le cadre d'un réseau LoRa à l'échelle de la métropole. Et donc, on est là aussi dans une forme d'industrialisation de la gestion énergétique des bâtiments, d'avoir de la supervision un petit peu sur les consommations et du coup derrière dans l'objectif d'avoir une espèce de cartographie de l'évolution des consommations des bâtiments parce qu'on est en plein révision du plan climat air énergie territorial de la métropole et donc de se donner aussi des indicateurs pour pouvoir voir vers quelle tendance nous nous inscrivons, sachant qu'aujourd'hui on a plutôt des calculs qui sont quand même des calculs à partir d'éléments nationaux théoriques et donc on essaie d'objectiver un peu plus ces éléments tendanciels. Merci beaucoup. Peut-être un dernier point très rapidement sur, ça a été évoqué tout à l'heure, le cadre général que vous êtes en train de poser, là encore, pour intégrer ces réflexions dans une stratégie globale. Vous êtes actuellement en train d'élaborer la stratégie métropolitaine de la donnée. Pourquoi c'est important de se doter en parallèle de ce type de cadre et de temps politique aussi pour en discuter, hein? En fait, il nous faut du temps, effectivement. Ce qu'on est en train de se dire, là, c'était assez intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, on se dit, mais en fait, c'est complexe. C'est complexe, c'est suivant notre regard, on va avoir un point de vue assez différent. Et il y a un enjeu démocratique qui est majeur. Voilà, c'est un petit ton d'actualité assez sympathique, mais pas plus tard qu'hier, la CCNR, donc la Convention de Rennes sur le numérique citoyenne, Convention citoyenne du numérique responsable, a sorti un rapport, un avis sur la place de l'IA dans les politiques publiques à Rennes. Et quand on lit le rapport d'une manière assez rapide, on se rend compte que le citoyen, il a une forme d'inquiétude, en tout cas des interrogations légitimes sur la place de l'IA dans le quotidien, dans les services publics et dans l'usage de la donnée, de ses propres données personnelles, comme des données que peuvent avoir l'ensemble des acteurs dans lesquels le citoyen participe. Et on a aussi un autre élément qui est celui de la fonction data. On parlait tout à l'heure de compétences. Une collectivité, pour traiter un sujet tel que celui-ci, a besoin d'acculturation, a besoin de compréhension de quoi on parle, de la donnée et de la structurer à l'échelle de l'ensemble des services. Ville et métropole, à Rennes, c'est 6300 agents. Donc, ça fait on a un petit travail devant nous. Et on a également dans la stratégie data un cadre éthique, déontologique et environnemental sur lequel on a besoin de venir donner, en tout cas, faire reposer les grands principes pour, entre guillemets, urbaniser la place de la donnée et la place de l'IA dans la collectivité. Dit différemment, pour faire simple, là où avant, en fait, c'est comme l'urbanisme. Avant, on se disait, bon, celui qui veut construire, il construit comme il veut, puis on verra. Puis au fur et à mesure, on a mis des couches. On a mis des couches sur le droit du sol, sur les hauteurs, sur la végétalisation, sur l'eau, etc., etc. Et donc aujourd'hui, pour construire dans une ville, on a un certain nombre de normes et de règles. Finalement, aujourd'hui, sur le numérique, on est en train de faire la même chose. Donc là, on a pensé que le numérique, c'était quelque chose, moi j'appelle ça, c'était de la cuisine. Donc il fallait que l'intendance suive. Aujourd'hui, on est en train de mettre les mêmes couches que sur l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre des couches environnementales, sociales, d'aménagement, de sécurité, de data. Et on définit le cadre général pour que quand on a un usage, un besoin ou d'IA ou de données, on retrace l'ensemble de la demande, politique d'inclusion démocratique, etc., dans ces justes cadres, et on voit si on y va pas, et sous quelles conditions. Ça fait un peu rapport à ce qui était en train de faire tout à l'heure là, sur le petit graphe par toile d'araignée. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir se doter d'outils et de moyens pour avancer.
Merci beaucoup de ce point. Et puis effectivement, les concertations citoyennes, vous avez une convention citoyenne qui suit au fil du temps les évolutions. On a à Montpellier, on l'a évoqué tout à l'heure, une convention citoyenne qui s'est mise en place. Ça va être intéressant aussi de pouvoir confronter les différents retours qui émanent de ces consultations. On va poursuivre sur la manière dont les différents territoires s'approprient ces questions-là avec vous, Geoffroy Boulard. Vous êtes donc maire du 17e arrondissement de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris, délégué à la communication, à l'innovation et au numérique. Et c'est plutôt à ce titre-là que vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, le contexte de la métropole du Grand Paris, on avait déjà eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois sur cette dynamique d'innovation que vous insufflez de manière collective et qui est animée également avec les communes membres de la métropole. Et ça aussi, c'est un aspect qui paraît intéressant de voir comment on s'approprie concrètement aussi collectivement entre acteurs publics sur un même territoire une dynamique commune, comment on arrive à s'enrichir des expériences des uns et des autres. Donc peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots comment vous êtes venu à cette approche, comment elle s'approprie aussi l'IA dans cette dynamique aujourd'hui? Merci Céline. Très heureux de vous retrouver, Monsieur le Vice-président. La métropole du Grand Paris, elle a 131 communes, c'est 7,2 millions d'habitants. C'est la zone dense urbaine de la région Île-de-France, avec les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de Paris, et puis quelques grosses communes, notamment dans Val d'Oise, comme Argenteuil, et quelques communes de l'Essonne, près d'Orly, pour vous situer géographiquement un peu ce qu'on recouvre. La philosophie, elle s'applique à d'autres politiques métropolitaines, c'est de faire avec les maires. Donc l'innovation, et a fortiori l'intelligence artificielle, elle est très présente maintenant dans les politiques publiques. Et en tout cas, on a beaucoup de communes, beaucoup de maires, beaucoup de services et d'agents qui sont intéressés. Eh bien, elle a envahi déjà si vous voulez, le spectre communal. Donc nous, l'enjeu de la métropole, c'est de les accompagner avec des experts, accompagner ces maires, ces services techniques pour implémenter l'intelligence artificielle qui corresponde à ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire améliorer évidemment la qualité de vie en ville et a fortiori dans un territoire qui subit aussi de plein fouet les évolutions climatiques, les enjeux de transition écologique, mais aussi de vieillissement. Donc, on va financer et cofinancer et accompagner, après avoir conseillé, grâce à nos partenaires, ces maires, des projets, et notamment d'intelligence artificielle. Alors, on a mis en place aussi, en parallèle, un réseau d'élus pour les sensibiliser, pas qu'à l'IA, mais évidemment, on en parle beaucoup de l'IA, parce que tous les élus sont évidemment confrontés à ces sujets et à cette réflexion, évidemment, qui n'est pas sans poser les problèmes d'impact. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la protection des données, les libertés, sur les enjeux sociaux et aussi écologiques. Parfois, ça peut être contraire. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui est là. Donc, on a un réseau d'élus. On a mis en place aussi un réseau métropolitain pour former les agents dans les communes et leur permettre aussi de porter des projets d'innovation auprès de leurs édiles, qui ensuite vont pouvoir être accompagnés par la métropole. Donc, créer l'écosystème. Et puis ensuite, cofinancer donc, des projets liés à l'intelligence artificielle. Et là, l'expertise de la métropole monte en puissance sur ces sujets. On a participé à plusieurs projets européens. On a mobilisé des communes sur des projets liés à l'intelligence artificielle, notamment en lien avec la mobilité, notamment en lien avec les enjeux écologiques. On parlait par exemple des îlots de chaleur, la capacité aussi, par exemple à Meudon, on a mis en place, on a financé un projet qui permet de placer des capteurs avec de l'intelligence artificielle sur des carrefours qui était en expérimentation et qui va être déployé à travers un marché public que va passer la ville avec d'autres communes du territoire pour, in fine, réduire
les émissions de poussière, notamment des véhicules hors heure de pointe. C'est 6% grâce à cette innovation à partir d'intelligence artificielle qui a été évaluée. On en parlait tout à l'heure. Tout l'enjeu, c'est aussi d'évaluer et ensuite de déployer à l'échelle. Ça a permis au service de définir un cahier des charges, cette expérimentation à partir d'intelligence artificielle et de définir un cadre qui soit efficace et qui puisse être étendu à d'autres communes. Ça, c'est un exemple. Et on le voit à travers un programme qu'on a lancé l'année dernière et qu'on vient de relancer, qui s'appelle Quartier métropolitain d'innovation, qui permet aux communes de se porter candidates pour accueillir de l'innovation pionnière, urbaine, évidemment, à base d'intelligence artificielle ou non, de le faire. On a maintenant 10 communes de la métropole qui sont entrées dans ces quartiers métropolitains d'innovation. Répartis de manière assez homogène sur le territoire que j'ai décrit tout à l'heure. Et on a vu d'ailleurs sur la première édition, sur les 4 premières communes, qui avaient sur les 28 expérimentations portées par des associations, portées par des grands groupes, portées par des entreprises, 7 projets sur 28 qui touchaient à l'intelligence artificielle, enfin, qui se servaient de l'intelligence artificielle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement présent. Et notre enjeu, nous, à Métropole, c'est d'accompagner, de diriger, d'évaluer, d'expérimenter, bien sûr, vous l'avez compris, mais aussi d'évaluer pour évidemment déployer à l'échelle. Donc ça, c'est la philosophie, je dirais, de la métropole, de faire avec les maires, mais de leur apporter l'expertise pour les orienter sur les solutions et surtout les impacts des solutions innovantes qu'ils vont développer sur leur territoire. Merci. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée que si c'est expérimenté dans une commune, la métropole, et que l'ensemble du bilan est positif et qu'on est sur effectivement une compétence enfin, une problématique qui est commune à l'ensemble des territoires, de pouvoir ensuite le déployer. Et c'est prévu d'avance. Donc, je pense que ça, c'est assez intéressant parce que souvent, dans les expérimentations, et on parlait Smart City avant, c'est souvent ça qui était compliqué, hein. On faisait pas mal d'expérimentations, mais on n'avait pas forcément pensé la généralisation. Et on avait potentiellement du mal à embarquer les autres après. Or là, ça fait partie du contrat de départ d'une certaine manière. Oui. Donc, je pense que c'est intéressant de partager aussi cette manière de faire dans votre cadre. Et on voit que les usages que vous présentez, qui sont a priori les premiers qui émergent là dans votre cas de figure, c'est dans la qualité de vie, dans cet aménagement finalement de notre vie au quotidien dans un contexte de changement climatique. Donc ça aussi, je pense que c'est une transverse qu'on retrouve assez souvent. Il y a un autre point que vous souhaitiez aborder dans votre logique d'innovation, dans votre logique aussi d'insuffler cette dynamique à l'échelle du territoire. Il y a une préoccupation aussi d'aller former les personnes sur le territoire, d'aller faire monter en compétence les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je vous ai parlé des réseaux d'élus, des réseaux d'agents et de services techniques communaux qu'on fédère à l'échelle métropolitaine et qu'on fait monter en puissance. Mais on a aussi, par exemple, des solutions innovantes d'inclusion sur ces sujets d'intelligence artificielle à destination des jeunes. Donc, on a, par exemple, une des solutions qu'on est en train d'expérimenter, c'est avec une start-up qui s'appelle EvoluKids. C'est à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. On a donc la possibilité de former les jeunes à l'intelligence artificielle à travers un hackathon pour leur montrer les effets aussi et puis de les faire monter en compétences. Et donc ça, avec chatbot, avec un certain nombre d'outils. Et c'est aussi ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que nous, on a dans notre schéma directeur d'aménagement numérique, on a l'inclusion numérique. L'intelligence artificielle, vous l'avez vu, hein, c'est un marché qui va être en croissance, est annoncé entre 2023 et 2030, 24%. Donc c'est un enjeu pour nous, les collectivités, d'accompagner ça, de former à la bonne utilisation qui respecte effectivement un certain nombre de critères éthiques et moraux. Mais c'est notre enjeu d'aller aussi d'aller vers les populations, vers nos habitants, pour leur dire l'IA est aussi une chance, source d'emploi, mais aussi source de transformation concrète de la qualité de vie en ville et a fortiori en zone dense urbanisée. Et donc, voilà, on a par exemple cet exemple-là qu'on est en train d'expérimenter, de tester. Et puis, l'idée, c'est que si ça fonctionne, on puisse en faire une politique plus large de formation à l'IA des jeunes et notamment dans les quartiers prioritaires.
On sait que c'est des domaines effectivement sur lesquels il y a des tensions aussi en termes de talent, en termes de recrutement, enfin, de capacité à faire. Et on reviendra tout à l'heure avec Caroline Chopineau aussi sur l'importance aussi de la montée en compétences des entreprises, hein. C'est évidemment un enjeu complémentaire. Effectivement, avant de venir vers vous, Caroline, encore une petite incursion en territoire public avec une nouvelle échelle d'action qui est la région. Avec vous, Grégory Delobel, donc vous êtes chargé de mission Climate Data Hub, donc cœur de sujet d'aujourd'hui, à la région Centre-Val de Loire. Donc effectivement, dans votre projet, il y a évidemment ces enjeux climatiques et on y reviendra, mais il y a aussi cette importance de la territorialisation des données qu'on a déjà défendue tout à l'heure par les autres intervenants et la nécessité d'un cadre de confiance. Alors, on retrouve vraiment des items communs. Est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots ce projet Climate Data Hub et le rôle de la région dans cette structuration? Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, le Climate Data Hub, c'est une initiative qui a été prise par la région Centre-Val de Loire en 2020, juste dans la continuité de la COP qu'elle avait initiée en 2019. Et c'est un projet qui interroge plus globalement le rôle du numérique, de la data au service du changement climatique. Et en fait, en interrogeant ce rôle du numérique et de la data plus particulièrement, se posent très naturellement des questions qui ont déjà été abordées, mais des questions de confiance, d'éthique et bien sûr de numérique responsable. Donc le Climate Data Hub aujourd'hui, c'est la perspective, la volonté de mettre en place un cadre de confiance entre des partenaires publics, privés, académiques, sur le sujet de la data. Donc le Climate Data Hub, c'est pas encore un acteur de l'IA, même si on a la vocation et l'ambition également de le devenir, mais c'est surtout aujourd'hui un acteur de la data, mais la data étant l'alimentation de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, concrètement, le Climate Data Hub, c'est un partenariat, c'est 25 partenaires. Il y en a quelques-uns qui sont représentés dans cette salle aujourd'hui. Je vois les camarades de Tours ou de Orléans qui sont présents, mais il y a aussi AI Cargo ou l'IGN. Donc vous voyez un partenariat avec une diversité d'acteurs assez importante. Ça va de la start-up au très grand groupe, puisqu'on a aussi Orange parmi nous, La Poste. Des acteurs qui sont à la fois des producteurs de données, des producteurs de solutions technologiques. On a aussi des gens qui sont là pour exprimer des besoins et surtout des acteurs de consortium qui sont là pour garantir ce cadre de confiance, qui sont là pour garantir la confiance. Et cette confiance, elle repose sur deux choses. Elle repose sur un accord de consortium qui régit la gouvernance de notre partenariat. Et puis, le mot a déjà été employé, une charte éthique de l'usage de la donnée, qui est un petit peu la philosophie, le socle sur lequel ces 24-25 partenaires se sont entendus. Voilà. Et notre ambition, notre volonté, on a cité l'IA Act tout à l'heure, le Climate Data Hub, lui, aujourd'hui, s'inspire plutôt du Data Governance Act. Ce Data Governance Act, qui est un règlement européen qui est entré en vigueur au mois de septembre de l'année dernière, qui a introduit une nouvelle notion dans le champ de la data, qui est celui de l'intermédiation de la donnée. Et cette intermédiation, elle peut prendre deux formes. Une forme qu'on va plutôt dire data marketplace, hein, place boursière de la donnée. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent par exemple la Data Hub. Nous, on se penche plutôt sur l'autre aspect de l'intermédiation, qui est celui de l'altruisme de la donnée. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut mettre les données d'intérêt général, les données territoriales d'intérêt général, au service de la lutte contre le changement climatique ici incarnant l'intérêt général. Sachant qu'on a un contexte aussi national dans le cadre du plan France Nation Verte qui effectivement est en train de travailler à cette échelle à la fois nationale et à l'échelle régionale, parce que la région a été identifiée comme le bon échelon on va dire, déclinaison territoriale. On a cette même logique-là, hein, c'est-à-dire de pouvoir rassembler les données pertinentes, de pouvoir les mettre à disposition de manière la plus efficace possible pour l'élaboration de projets dans le cadre d'une gouvernance commune. Après, finalement, vous êtes vraiment en plein dans cette logique-là aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. La région Centre-Val de Loire, notre président a coutume de dire qu'on est une région à taille humaine. Et effectivement, du coup, on est le bon échelon pour animer cet écosystème de la donnée. Ça se retrouve également dans cette stratégie. On a également adopté en 2022 une stratégie du numérique qui veut faire de la région Centre-Val de Loire un territoire de confiance numérique dans lequel on va retrouver effectivement un rôle central de la data.
En termes de cas d'usage qui émergent, on est aussi tous là pour ça, sur ces enjeux environnementaux. Quels sont les points que vous voyez arriver de manière importante? On a parlé d'îlots de chaleur, on a parlé de mobilité, on a parlé de gestion de l'eau. On a l'impression que c'est des transverses très fortes là, qui sont communes au territoire. C'est exactement les 3 transverses sur lesquels nous travaillons actuellement, puisqu'on a effectivement 2 sujets qui sont très fortement liés et très fortement en lien avec l'aménagement urbain, puisqu'effectivement, on travaille sur la mise en place d'un outil d'identification et de remédiation des îlots de chaleur. C'est un projet qui est en cours, hein, avec notamment les partenaires que je citais tout à l'heure. On a aussi un travail sur la gestion intégrée des eaux pluviales, tout ce qui va être faire en sorte que les villes soient désimperméabilisées, donc plus résilientes face au changement climatique. On a un projet en cours également autour de la décarbonation des mobilités en lien avec les lycées. On s'est aperçu dans le bilan carbone de la région que ces déplacements étaient fortement émetteurs, et donc on travaille. Là, on travaille avec un opérateur de la mobilité, un Transdev, on travaille avec un opérateur de téléphonie, Orange, et on met en place une démarche de self-data auprès des lycéens pour essayer de capitaliser l'ensemble de cette data et voir comment on peut décarboner soit les mobilités collectives, soit promouvoir les mobilités douces ou, et bien évidemment, décarboner les mobilités individuelles. Et puis, on a une troisième transverse qui est très importante, qui est liée à l'environnement dans toute sa globalité. Donc, on travaille sur des sujets de biodiversité. J'entendais tout à l'heure que on parlait d'installation de capteurs, je pense que c'était voilà, de côté de la grande métropole de Paris. Nous, on travaille aussi sur l'indice pollinique, que ce soit la biodiversité ou l'indice pollinique. On sait que ce sont des marqueurs très forts du changement climatique. Et puis, on a un sujet qu'on espère pouvoir porter très prochainement, qui est celui de la gestion de la ressource en eau. Et là, pour le coup, on fera, on l'espère, appel à l'intelligence artificielle sur ce sujet qui est à très, très gros enjeux en région Centre-Val de Loire. Donc là, on voit des choix d'usage qui sont plutôt voilà, assez structurants sur des problématiques un peu historiques hein, dans les territoires et des problématiques nouvelles. La gestion de l'eau, c'est une problématique qui devient urgente et qui l'était un peu moins il y a quelques années. Et finalement, donc, cet usage de cette connaissance commune, ces manières de travailler ensemble et l'IA permettent de prendre des décisions qui ont un impact aussi comportemental. On l'entend beaucoup. Hein, il va falloir aussi que la manière de faire change. Ce n'est pas l'IA qui va régler l'ensemble du problème. Donc là, vous avez des axes qui ressortent, qui sont véritablement aujourd'hui. Comment vous prenez la décision d'y aller parce que c'est utile entre acteurs? Oui, tout à fait. En fait, le Climate Data Hub, on s'est évidemment très rapidement interrogé sur la place de l'intelligence artificielle, et on a effectivement décidé d'y aller pour 3 raisons. Hein. La première, c'est qu'effectivement, il y a le côté très lié à la data et puis cet apport de valeur, cette innovation, la conduite de changement que ça implique dans une collectivité territoriale, c'est évidemment très importante. On a retenu le sujet de la gestion de la ressource en eau parce qu'en région Centre-Val de Loire, on a à la fois un territoire admirable sur ce plan-là, notamment parce qu'on a la fameuse nappe de Beauce, qui est la plus grande nappe européenne, mais on a aussi d'autres territoires qui sont très impactés par les nombreux conflits d'usage autour de l'eau, hein, que ce soit de l'usage industriel, on a notamment la Cosmétique Valley, mais on a aussi évidemment une grande place liée à l'agriculture. Donc, bref, on avait cette légitimité à la fois en tant que territoire, mais aussi en tant qu'acteur, puisqu'on a des acteurs quand même assez pertinents sur le sujet. On a le pôle de compétitivité DREAM qui vient d'être renouvelé. On a un acteur, un établissement scientifique comme le BRGEM. Bref, entre notre territoire et nos acteurs, on avait toute légitimité à intervenir sur ce sujet de la gestion de la ressource en eau, et surtout, le choix de l'intelligence artificielle repose sur la volonté de performance, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on sait que sur la gestion de la ressource en eau, on a aujourd'hui beaucoup de choses qui existent. On a déjà des outils, Vigicru, Météonab, tout ça sont basés sur des modèles physiques qui sont très performants. Mais ces modèles physiques, ils sont remis en cause aujourd'hui par le changement climatique. Et ils ont du mal à intégrer ce changement climatique. Et c'est là l'apport, la force et la puissance de l'intelligence artificielle qui, alimentée par de nouvelles données qu'on va aller chercher dans les capteurs, qu'on va aller chercher dans les piézomètres, qu'on va vraisemblablement aller chercher dans les données satellitaires. Mais tout ça va faire en sorte que cette approche combinatoire, c'est-à-dire modèle physique et intelligence artificielle, vont nous permettre de travailler sur la prédiction de l'aléa sécheresse et ses répercussions également sur les aspects qualitatifs, en essayant de voir comment on peut anticiper des périodes de bloom algal ou des périodes de cyanobactéries. Donc voilà, l'intelligence artificielle, pour nous, c'est quand même avant tout le choix au-delà de l'innovation, aussi de la performance et d'essayer de pousser plus loin ce que la connaissance scientifique nous permet déjà de faire aujourd'hui.
Je voyais Monsieur Jacques Sainte-Marie opiner et désopiner. Peut-être une toute petite réaction. Non, non, j'étais entièrement d'accord sur le fait, oui, les modèles mécanistiques dont vous parliez, c'était ce que je disais. La difficulté quand même sur cette question-là, c'est qu'en termes de changement climatique, les données du changement des climats futurs, on ne les a pas. Et ça, c'est quand même une vraie difficulté, hein. Oui, le climat dans 20, 30 ans et les événements rares, ils sont vraiment rares, hein. Les inondations exceptionnelles, les tempêtes, les tsunamis, les glissements de terrain, on n'en a pas beaucoup. Donc ça, c'est quand même c'est un endroit où c'est difficile en fait, et où les modèles mécanistiques vont sans doute garder une place pendant un certain temps. D'autres domaines, oui, on a parlé de mobilité, on peut parler de plein de choses. Là, je pense que les données existent, elles sont nombreuses, et on peut faire plein de choses dessus. Mais enfin, je suis d'accord avec vous sur l'hybridation, hein. Ça, c'est tout à fait d'accord avec ça. Mais les données sont assez peu nombreuses sur les choses qui changent vite. Merci de cette réaction. Je voyais on vivait le moment avec vous, donc je voulais vous donner la parole. Alors, Caroline Chepineau, on va continuer sur ce point. Vous représentez ici les entreprises via le Hub Francia, puis vous allez nous dire évidemment ce qu'est le Hub Francia et comment vous travaillez, à quelle mission vous êtes donnée sur ces questions-là, puisque vous en êtes la directrice. Et puis, peut-être assez vite aussi, venir à comment les entreprises elles-mêmes, vous avez entendu plutôt le point de vue public assez longuement dans ce tour de table. Et ça va être intéressant aussi de se dire, parce que parfois les collectivités se disent, oh bah non, nous on est en retard, mais les acteurs privés, eux, ils savent tout faire. C'est peut-être pas aussi simple. Mais on va faire dans l'ordre. Alors d'abord, le Hub Francia, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous apprendre, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui vous êtes? Je ne pense pas que tout le monde ici connaisse le Hub Francia. Donc, c'est une association qui a été créée en 2017 avec comme ambition de fédérer l'écosystème IA français. On porte le sujet de l'intelligence artificielle un peu comme une filière. Donc, on regroupe des acteurs qui sont sur des sujets, des cas d'usage ou des technologies qui sont très hétérogènes. La typologie aujourd'hui de nos membres, on en a un peu plus de 150. Ça va être soit des grands groupes qui, pour la plupart, ont déjà des stratégies autour de l'intelligence artificielle assez avancées. On a beaucoup de startups, fournisseurs de solutions, de services ou de produits sur l'IA. Des fournisseurs qui sont un peu sur des sujets connexes, comme tout ce qui va toucher au cloud ou au hardware, qui sont quand même des technologies importantes pour le secteur de l'intelligence artificielle. Et puis ces dernières années, on a vu aussi des demandes d'adhésion de profils plus divers, parce qu'à la base, c'était quand même une association assez experte technique sur le sujet de l'IA, avec une volonté toujours de démontrer la valeur de cette technologie-là pour ses usages. Et donc, avec les sujets autour de l'AI Act, on a des cabinets d'avocats qui ont rejoint l'association, on a des écoles, des institutions, donc ça se diversifie beaucoup. C'est ce que je trouve très riche, parce que du coup, on a des visions d'acteurs qui sont assez diverses, et c'est le partage. Donc, on a beaucoup de groupes de travail qui traitent sur des sujets très stratégiques aujourd'hui de l'IA. Et avec ces différents profils, ça nous permet vraiment de comprendre tous les enjeux et tous les usages possibles de l'intelligence artificielle, avec une position très ouverte, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire travailler nos membres sur des problématiques stratégiques et de produire du contenu pour les entreprises, les institutions, les collectivités, ceux qui ne sont pas dans l'association parce qu'ils ne se sentent pas prêts à intégrer une association qui ne fait que de l'IA, et de leur donner de la matière pour qu'ils puissent s'approprier ce sujet et passer à l'acte. Donc, il y a aussi un rôle de définir qu'est-ce que c'est, de clarifier les concepts, de pouvoir documenter en fait ces différents travaux et les partager. C'est ça. En fait, on a identifié des thématiques qui sont importantes aujourd'hui, qui touchent autour de l'IA de confiance. Donc, comment donner du cadre pour les usages de l'IA, tout ce qui sont autour des technologies. Donc, comment est-ce qu'on explique les technologies existantes. On a des volets autour de la formation, de la sensibilisation. Et puis, pour rejoindre ce qui a été dit dans cette table ronde et précédemment, tout ce qui va toucher autour de l'adoption et les usages qu'on peut faire de l'IA, c'est vraiment des sujets qu'on traite souvent dans nos groupes de travail. C'est comment est-ce que sur un secteur bien spécifique, on va donner de la matière pour que sur ce secteur, on puisse comprendre à quoi sert l'intelligence artificielle. Ça reste une technologie. Et tout le monde l'a dit ici, en fait, on voit bien, c'est à quoi ça va me servir. Donc, quel est mon projet? Quel est l'usage que je vais en faire? Et puis, oui, alors l'intelligence artificielle, ça va permettre d'aller plus loin que d'autres approches. Et encore, pas toujours.
puisque je suis d'accord avec vous, hein, l'IA ne sait que apprendre sur des choses qui se sont passées dans le passé. C'est pas Madame Irma. Donc c'est cette technologie-là, voire d'autres, et comment est-ce qu'on couple tout ça pour répondre à des vrais besoins? Donc ça, c'est très clair. Et peut-être, avant de rentrer, vous avez notamment un groupe de travail spécifique, hein, sur ces questions des enjeux environnementaux et de l'IA. Et d'ailleurs, Pierre Monget, qui l'anime, animera un atelier dans la journée. Merci d'être là. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble aussi sur ce livre blanc qui a été évoqué en début de journée pour mettre nos savoirs en commun. C'est aussi le rôle de cet écosystème qu'on partage. Mais peut-être juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la perception des entreprises, leur capacité d'appropriation de cette technologie et le secteur public, ou pas vraiment? Non, franchement, puis on l'a bien entendu ici, les retours d'expérience sur la mise en œuvre de l'IA, c'est assez clair que pour moi, il y a pas de différence fondamentale. En fait, ce qui se passe aujourd'hui côté entreprise ou institutions d'ailleurs, les grandes entreprises et les grandes institutions ont depuis longtemps pris le pas d'intégrer des technologies d'intelligence artificielle, et donc ont mis en place des chartes éthiques, des outils pour évaluer les risques et l'opportunité de déployer ce type de solution. Et puis des cadres de collaboration avec les startups ou d'autres organismes, d'autres prestataires qui vont pouvoir les accompagner sur ces sujets-là. Et il y a ça. Et puis au milieu de tout ça, on voit souvent sur les PME, profil plus petits, PME, ETI, plus de difficultés à passer à l'intelligence artificielle. Donc je pense que les petites collectivités, c'est normal, ont probablement plus de mal à s'emparer de ce type de solution. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'au niveau de la stratégie nationale, il y a des plans d'accompagnement des PME, parce que c'est énormément d'entreprises avec des sujets qui sont hyper hétérogène, et donc se dire on va faire une solution d'IA pour un tel et machin, en fait c'est dupliquer sans arrêt des choses et c'est extrêmement compliqué. Et puis il faut bien comprendre que ces entreprises-là, elles ont des besoins et des enjeux métiers qui sont très précis, et passer à l'innovation et passer à ce type de technologie, c'est un coût, c'est du temps, c'est trouver les bons partenaires, c'est vraiment pas forcément savoir par où prendre le bout. Et je pense que c'est pareil en termes du public-privé, c'est comment j'y vais, pourquoi j'y vais. Et donc, il y a ce même problème dans le privé sur certaines typologies d'entreprises qui ne savent pas comment y aller. Oui, l'idée de ne pas contribuer à un développement trop sauvage ou trop n'importe quoi, entre guillemets, hein, d'essayer à tout craint parce que c'est à la mode, et d'être Non, mais c'est ça, vraiment enfin, ça dans n'a aucun quelque sens. chose où on s'assure que c'est utile avant C'est d'investir utile, tout ouais. ce temps Ça et toute coûte cette quand même énergie. de l'argent, et souvent, il faut réfléchir à où est-ce qu'on met son budget chaque année. Et l'IA n'est pas forcément toujours le sujet le plus prioritaire. Merci pour ce retour. Et peut-être pour venir sur le groupe de travail que je citais tout à l'heure sur ces sujets d'environnement et l'IA, qui est notre sujet commun aujourd'hui. Quels sont les éléments clés qui ressortent, et notamment sur cette question du domaine privilégié c'est un point, hein, qui est en filigrane de nos débats. À quel moment c'est utile, à quel moment on y va? Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez aussi, puisque c'est des groupes plutôt d'entreprises, hein, qui sont réunis dans le cadre de ce groupe-là, est-ce que vous avez des éléments qui ressortent à nous partager? En fait, on a lancé ce groupe de travail environnement plusieurs fois. Il y a plus de 3 ans, on avait déjà commencé à travailler sur ces sujets environnementaux, euh, avec toujours ces deux sujets, c'est-à-dire les usages de l'IA bons pour la planète, si je puis dire, et puis l'IA frugale. Ouais. L'IA frugale, c'est quelque chose qu'on avait laissé de côté très longtemps parce qu'il n'y avait rien. Enfin, si on revient en 2019-2020, quand le groupe de travail avait été créé, ce n'était pas un sujet sur lequel il y avait matière à commencer à travailler. Donc, on s'est toujours concentré sur la partie usage de l'IA pour l'environnement. Et côté entreprise, c'est toujours les deux choses. Enfin, on essaye d'orienter ça environnement, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même cette notion de réduction des coûts qui revient toujours, et c'est normal. Donc, c'est comment est-ce qu'on cadre des projets qui, au final, sont très orientés réduction des coûts et amélioration des processus, en
ce côté plus environnemental et quelles sont les métriques en fait finalement qu'on va mettre en avant en termes de réduction d'impact sur l'environnement. Et du coup, c'est des projets qui sont autour de la mobilité, on en a parlé, des projets autour de la réduction des déchets, sur le secteur industriel, c'est comment est-ce qu'on optimise ces process pour réduire la consommation énergétique. Donc toutes ces réductions font que ça a un impact sur les coûts. Mais globalement, nous, quand on accompagne, qu'on essaye d'aider une entreprise qui n'est pas encore sur le sujet de l'IA, ce qu'on va lui demander principalement, c'est sur ces notions d'utilité, c'est quel est le retour sur investissement pour vous ou quel est le service que vous voulez mettre en place qui va avoir un impact positif pour vos clients ou vos utilisateurs ou pour vos citoyens. En quoi l'IA va vous apporter quelque chose? Et en fait, on ne parle jamais vraiment d'intelligence artificielle. On va plutôt parler de vos problématiques, des enjeux, où sont vos pain points. Et ensuite, on va se dire, OK, sur ce sujet-là, l'IA, ça ne sert à rien, aller faire 3 règles. Sur ce sujet-là, vous avez de la donnée. OK, là, on peut y aller, où il y a des modèles préentraînés qui existent. Et là, ça a du sens et vous pouvez l'exploiter. Ça aura un vrai bénéfice pour vous. D'accord. Merci. On voit aussi qu'il y a un facteur, la première de décision dans les groupes industriels, notamment pour aller vers ce type de solution, qui est la réduction du coût, la réduction. Il y a un impact immédiat sur, effectivement, je ne sais pas, quand on est sur du bâtiment, de pouvoir recycler ses déchets, de pouvoir économiser, de pouvoir, etc. Donc, on a un levier qui est un petit peu différent que celui de l'aménagement territorial qu'on peut avoir, mais les deux sont aussi liés, puisqu'effectivement, des efforts communs, on peut trouver des systèmes convergents. Merci pour ce point. Peut-être on arrive au bout de cette table ronde, c'est un peu frustrant, on a toujours un temps limité. Peut-être je vais vous donner à chacun un petit mot de la fin pour nous dire quels sont, selon vous, peut-être les principaux enjeux ou défis ou le point que vous voudriez vraiment qu'on n'oublie pas à l'issue de cette table ronde, le point d'attention que vous voudriez porter à connaissance et en partage ici. Donc, peut-être je vous laisse la Le primeur. micro collé dans ma main, donc je vais le garder. J'en ai pas parlé du coup, donc je vais conclure avec ça. On a parlé de la formation. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Parce que tout le monde parle de se lancer à l'échelle. Et du coup, ça a mis la lumière un peu plus fortement aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Mais il y a encore une incompréhension sur les technologies qui sont derrière. Et du coup, il y a beaucoup de craintes. Et donc, certaines personnes, alors, ils vont cash et puis elles font n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas connaissance des risques d'utiliser typiquement ChatGPT en open bar et vas-y, j'envoie toutes mes données aux États-Unis, c'est super. Et puis aussi, du coup, j'ai peur parce que ça va remplacer mon métier. Bon, on est vraiment dans cette bipolarité où tout le monde a peur et ne veut pas l'utiliser, puis de l'autre côté, on veut l'utiliser, on est tout fou. Et c'est en passant par la formation et la sensibilisation aux risques et former aussi aux usages qu'on va permettre aussi à l'intelligence artificielle de se déployer de façon plus large, que ce soit dans les collectivités ou dans les entreprises. Merci beaucoup. On prend le point et puis peut-être la parole qui souhaite, peut-être Geoffroy et ensuite Yann. Yann, alors d'accord. Vas-y, pas de problème. Ouais, moi, je demande juste de faire court. Ouais, j'y arrive des fois. C'est pas souvent. Moi, j'avais 2 points. Alors peut-être le premier, pour faire très très court, il y a une question. Je reviens sur la question des compétences. Avec les compétences, de comment on les mobilise, au risque de faire la courbe exponentielle de l'infogérance qui s'est appuyée sur de l'emploi de la compétence qu'on était chercher dans des pays tiers. L'Inde et l'Afrique, pour ne pas dire. C'est-à-dire que derrière l'IA, il y a aussi des petites mains et beaucoup d'ingénieurs qu'on va chercher ailleurs parce qu'on ne les a pas sur notre territoire. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de notre capacité d'interdépendance vis-à-vis des compétences à mobiliser pour ce type de développement l'IA à des grandes échelles. Moi, c'est plutôt un sujet qui m'interroge. Et la deuxième interrogation, c'est il y a une course à la compétition, parce qu'il y a des enjeux de rentabilité, il y a des enjeux d'optimisation autour de l'IA et du numérique d'une manière générale, qui met en fait les structures privées comme publiques en compétition entre elles, et donc des enjeux pour moi de fracture territoriale, c'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises comme des territoires qui vont se saisir de ce type d'outils, qui vont pouvoir avancer dans un monde en compétition beaucoup plus vite, versus des collectivités qui n'auront ni les moyens, ni l'écosystème, ni les capacités en compétences comme
comment dire, comment territoire de prendre, de rentrer, en fait, de monter dans le train. Et là, à nouveau, en fait, un risque d'avoir des territoires à double vitesse et fait partie des interconnectés. Un des enjeux majeurs, il me semble, sur les politiques numériques, c'est de faire en sorte que l'ensemble des territoires, on a bien vu que l'IA, pour l'instant, c'est des régions et des métropoles, et bah, du coup, on embarque les autres, quoi. Merci beaucoup, Geoffroy Blas. Bon, je crois que un des sujets, pour être très, très rapide, mais un des sujets aussi importants, ça a été évoqué tout à l'heure par Yann, c'est aussi la capacité des collectivités hein, d'avoir finalement une stratégie data pour aussi, et donc d'acheter de la data à l'échelle métropolitaine, où c'est ce qu'on fait, c'est long, et on en parlait tout à l'heure, il faut du temps, parce qu'il y a une réticence aussi à partager de la data. Et c'est vrai que les collectivités territoriales sont quand même des tiers de confiance et donc garantissent aussi un usage qui va servir l'intérêt général hein, et le bien commun. Et ça, c'est très important. Et donc, nous, c'est aussi, on a une stratégie data. Il y a le serviciel, il y a le très concret, l'expérimentation, mais il y a aussi la nécessité d'avoir une vraie stratégie data en lien avec l'IA demain. Merci beaucoup. Je vous fais des signes cabalistiques parce que vraiment. Je vais faire encore plus court. Du coup, il y a deux enjeux, peut-être, ce n'est pas les plus importants, mais il y en a deux. En tout cas, le premier, il a déjà été largement cité, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a évidemment l'enjeu de la frugalité et du coup de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Le second est très en lien avec ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a un enjeu de mutualisation aussi et de faire en sorte que les collectivités, peut-être qu'au travers des interconnectés, c'est ce que vous faites, mais faire en sorte que les collectivités ne partent pas toutes seules, billes en tête, chacun de leur côté, mais peut-être travaillent ensemble plus régulièrement parce qu'il y a des enjeux vraisemblablement. D'abord parce qu'il y a la question de la réplicabilité, puis il y a aussi des enjeux d'investissement et de coûts. Et donc la mutualisation peut être une bonne réponse à ces problèmes-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez passer le micro à votre voisin? Jacques Sainte-Marie, vous concluez cette table ronde. Merci beaucoup. Ça a été dit, la formation, à mon avis, c'est capital, hein, tant pour les jeunes, parce que vous avez tous, je pense, dans vos entités, besoin de gens qui connaissent la science des données et vous ne les avez pas dans les filières de formation, ils n'en sortent pas, et puis les citoyens, et ainsi de suite. Mais je voudrais insister, moi, sur un point. Environnementalement parlant, notre bilan carbone d'un Français, c'est 10 tonnes. Il faut passer à 2 tonnes à peu près. Hein. Ce n'est pas une paille, hein, divisé par 5. Hein, ce n'est pas une paille. Hein. Et est-ce qu'on va y arriver en optimisant? Ma réponse, pour moi, c'est non. Et parce que ça, c'est pas en optimisant qu'on passe de 10 à 2. Et deuxièmement, optimiser, ça vient à renforcer souvent un modèle existant quand même. Hein, quand vous optimisez quelque chose, et je ne contredis pas ce que vous avez dit, mais quand on cherche à optimiser un système, ça l'améliore, mais ça le renforce aussi par rapport à ceux qui pourraient émerger. Et pour moi, l'IA, les Anglais disent tipping points, point de bascule. Pour moi, c'est un point de bascule qui va vers quelque chose de tout à fait différent. Je le dis pour moi, hein, écrire des rapports de 50 pages qui servent à caler des tables, ça ne sert plus à rien. Demander une lettre de recommandation, une lettre de motivation à un étudiant, ça ne sert strictement plus à rien, parce que la bonne lettre de motivation, elle est écrite par ChatGPT. Il n'y a que la mauvaise qui est écrite par l'étudiant lui-même. Et donc, j'insiste sur le fait que c'est un point de bascule, et l'optimisation, c'est bien, mais c'est sans doute beaucoup d'autres choses qu'il y a derrière l'IA. Merci pour ce message.